Alors bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va vous faire une présentation de la filière médecine qui va vous être présentée par des étudiants en médecine qui sont Camille et Margot, qui sont tous les deux étudiants en deuxième année. Il y a, après la première année, vous avez donc plusieurs cycles en fait. Ça se compose en plusieurs cycles. Vous avez le premier cycle qui dure 2 ans avec donc la DFGSM 2 et 3. Donc DFGSM, c'est diplôme de formation générale en sciences médicales. Donc la P2 et la D1, comme on les appelle communément. Donc ça, c'est le premier cycle. On y reviendra plus en détail tout à l'heure. Ensuite, on a le deuxième cycle donc, celui-là, il dure 3 ans, c'est l'externat. Donc là, on dit plus DFASM, donc diplôme de formation approfondie en sciences médicales. Donc l'externat, il dure 3 ans. Et à la fin de cet externat, vous allez avoir du coup les EDN et les ECOS. Donc ça, c'est par rapport à la réforme du deuxième cycle, hein, c'est plus les ECN. Mais pareil, on y reviendra plus en détail tout à l'heure. Et ensuite, vous avez du coup le troisième cycle. Donc le troisième cycle, c'est l'internat. Donc l'internat, il peut aller de 3 ans à 5 ans. Ça va dépendre du coup de la spécialité que vous avez choisie aux ECN. Et donc du coup, là, vous allez devoir faire plusieurs stages pour du coup apprendre, on va dire, votre spécialité et vous spécialiser. À la fin du coup de ce troisième cycle, vous passez votre thèse et du coup, vous devenez docteur en médecine et vous avez fini un long chemin d'études, on va dire. Voilà, donc du coup, on va passer au premier cycle. Donc le premier cycle, comme je vous l'ai dit, c'est la D1 et la P2, enfin la P2 et la D1 plutôt, donc la deuxième et la troisième année de médecine. Donc, la P2, comment ça se passe? Donc, la P2, c'est une année qui est très, très, très théorique. Là, on vous a listé les matières que vous aurez en P2. Donc, au premier semestre, vous avez de la cardio, de la pneumo, de l'hépato, gastro. Vous avez donc la formation aux gestes de secours, ça c'est très intéressant. L'imagerie, la lecture critique d'articles, de la biologie moléculaire et de la sémiologie générale. Donc, la sémiologie, c'est la matière où on apprend les symptômes et à interpréter, on va dire, un peu les symptômes. Donc ça, c'est au premier semestre. Et au deuxième semestre, vous avez de la rhumato, de l'immunologie, de l'hématologie, du métabolisme, de l'endocrinologie nutrition, de l'urologie néphrologie et de la gynécologie obstétrique. Voilà. Donc c'est une année qui est très 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 théorique. En fait, on va vraiment vouloir vous apprendre comment fonctionne l'organisme de manière physiologique quand tout est normal. Alors des fois, vous aborderez un peu de pathologie, mais le but c'est vraiment de se focus sur le fonctionnement physiologique. Donc c'est beaucoup beaucoup de théorie. Vous avez un petit peu de pratique quand même en P2, un tout petit peu. Notamment, vous avez votre stage infirmier de 4 semaines entre la P1 et la P2. Donc ce stage infirmier, il est obligatoire et c'est pour vous permettre d'apprendre les bases des gestes infirmiers. Donc c'est vraiment bien. Ensuite, vous avez un stage de médecine générale de 5 demi-journées. Donc vous voyez, 5 demi-journées, c'est pas énorme. Mais pareil, celui-là, il est obligatoire selon votre groupe. Donc, vous verrez, mais vous serez attribué dans des groupes pairs ou impairs. Et selon votre groupe, ce stage, il sera soit en septembre, soit en juin. Donc ça, pareil, c'est pour vous permettre de voir c'est quoi la médecine générale et voir le contact avec les patients. Et puis le médecin généraliste, c'est celui qui voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc ça peut vous permettre un peu de dégrossir et de voir pas mal de choses. Donc c'est super intéressant. Et enfin, au deuxième semestre, vous avez des stages de sémiologie en hôpital, c'est comme ça que ça s'appelle. En fait, vous allez passer 4 fois 2 heures à l'hôpital. Vous allez avoir 4 heures dans un service de médecine, donc hépatogastro, rhumato, etc. Et 4 heures dans un service de chirurgie. Donc souvent, enfin, d'après ce qu'on entend de nos collègues, c'est des sutures, vous allez faire des sutures, vous pouvez peut-être aller même au bloc, etc. Donc voilà, vous allez avoir des stages en médecine et des stages en chirurgie. Pareil, c'est 4 heures à chaque fois, donc c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Les modalités du coup d'examen, bon, c'est plus un concours, hein, vous en doutez bien. Du coup, en P2 et en D1, ça sera pareil. Vous allez avoir des contrôles continus, donc au milieu de chaque semestre. Donc des contrôles continus, c'est des mini-partiels qui durent vraiment pas longtemps du tout pour chaque matière. Et ça vous permet juste ça leur permet juste de vous évaluer au milieu du semestre. Et la note de ces contrôles continus compte pour 30% de la note finale. Et à la fin du semestre, vous avez du coup les partiels, les examens terminaux qui, eux, comptent pour 70% de la note finale.
Et donc, pour valider une matière, il faut avoir une note supérieure à 10 sur 20. Et si ce n'est pas le cas, il existe des rattrapages en fin d'année, donc voilà, donc pas de panique. Et du coup, la vie étudiante, hein, après la P1, c'est vrai que voilà, on s'attend à une P2 un peu plus libre quand même. Du coup, la P2, voilà, vous allez quand même avoir plus de temps pour vous et heureusement, même si vous avez quand même, comme vous pouvez le voir, énormément de matières et quand même pas mal de cours, ça n'a rien à voir. Vous avez quand même beaucoup plus de temps pour faire des activités extrascolaires, sortir, enfin, sans le Covid, mais normalement on peut sortir. Voilà, vous avez beaucoup plus de temps, vous pouvez sociabiliser, rencontrer des gens. Voilà, c'est quand même, ça n'a rien à voir, donc vous inquiétez pas, vous pouvez avoir une vie beaucoup plus équilibrée et c'est vachement cool. Sans le Covid, c'est mieux, mais vous inquiétez pas, même avec le Covid, c'est quand même très cool. On a nos week-ends tranquilles. Oui, tu peux décider d'avoir ton week-end tranquille, il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas. Il y a beaucoup moins de pression en P2. Il y a moins d'enjeux, si tu veux, en fait. Donc voilà, donc du coup, après la P2, eh bien, il y a la D1, donc la troisième année. Donc la troisième année, comme vous allez pouvoir le voir, il y a beaucoup moins de matières théoriques. Voilà, au S1, il y a de la pharmacologie, la génétique, maladies infectieuses, cancérologie, toujours de la lecture critique d'articles et de l'histologie et anatomopathologie. Et au S2, vous avez juste de l'anglais et de la neuro. Bon, j'ai oublié de préciser qu'il y a aussi un peu de SSH, etc., mais c'est tellement minime que bon, on l'a pas mis dans le diapo. Donc il y a beaucoup moins de théorie, il y en a quand même pas mal, mais beaucoup moins, parce qu'en fait, vous allez commencer la pratique. À Lyon-Est, on a une particularité comparée aux autres facs. C'est pas toutes les facs qui ont ça. Nous, on a le pré-externat à la troisième année. Donc en fait, c'est pendant la troisième année, vous allez commencer les stages. Dans plein d'autres facs en France, en fait, la troisième année, c'est comme une P2, vous faites que de la théorie. Donc à Lyon-Est, du coup, à la D1, il y a une alternance de période d'un mois et demi de cours et de stages. Donc, ce qui fait que pendant l'année, vous allez faire 3 stages différents dans 3 services différents. Donc là, enfin voilà, vous commencez quand même pas mal la pratique et ça fait vraiment très 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 plaisir quand même. Et donc les modalités d'examen, c'est les mêmes qu'en P2. Donc voilà, contrôle continu, partiel et avoir plus de 10 sur 20 du coup pour valider la matière. Et du coup, la vie étudiante, pareil qu'en P2, je dirais que c'est beaucoup plus. De toute façon, ça sera beaucoup plus tranquille que la P1, ça c'est clair et net. Juste du coup, maintenant, il y a les stages qui rentrent en compte, donc il faut savoir gérer les stages qui prennent quand même pas mal de temps. Mais mis à part ça, voilà, vous voyez qu'il y a moins de matière théorique, donc bien évidemment, vous allez avoir du temps pour vous et avoir du temps pour une vie étudiante normale. Donc ça, c'est plutôt très très cool. On va aborder du coup maintenant, donc ça c'est commun à la P2 et à la D1, du coup les matières facultatives. Donc tous les jeudis après-midi, en fait, vous allez avoir un créneau pour des matières facultatives. Au début de l'année, on va vous demander de choisir parmi une liste de matières facultatives qui sont validantes, hein, mais c'est des matières que vous pouvez choisir. Donc comme ça, vous pouvez adapter, on va dire, votre cursus avec une matière peut-être un peu plus SSH et un peu de SSH ou peut-être plus de la biologie moléculaire si vous voulez. Vous avez toute une liste de matières facultatives. Il y a deux types de matières facultatives. Donc il y a les UELC ou UELC, donc unité d'enseignement librement choisie. Donc ça, c'est juste vous choisissez une matière, voilà, toute simple. Vous y allez le jeudi après-midi, puis au partiel, vous avez une épreuve de cette matière et voilà, tout simplement. Ou alors, vous pouvez choisir une matière facultative qui rentre dans le cadre d'un master en biologie humaine. Donc, on verra pourquoi choisir un master. Mais du coup, pareil, ça n'a rien de trop de différent. C'est juste que votre matière rentre dans le cadre d'un master. Ces matières facultatives, elles peuvent vous demander soit de, donc vous devez valider ces matières facultatives, soit en passant juste des partiels. Dans certaines matières facultatives, que ce soit en master ou en USC, on peut vous demander de faire des stages, ou surtout en master, c'est le cas, on peut vous demander de faire des mémoires, mais vous verrez, c'est très bien expliqué, vous avez un peu un guide qui vous dit chaque matière, comment elle fonctionne et ce qu'on vous demande. Du coup, il y a 3 types de masters. On reparlera des masters tout de suite après, mais il y a le master mention biochimie, le master mention ingénierie pour la santé et le médicament, et la mention santé publique. Donc, du coup, les masters, à quoi ça sert?
En fait, vous pouvez décider de faire un master, une matière facultative qui rentre dans un master pour plusieurs raisons. Soit parce que vous voulez devenir un professeur des universités et praticien hospitalier, donc vous voulez enseigner, soit vous voulez devenir directeur de recherche ou vous voulez devenir chef de service. Alors je sais que en P1, même en P2, on ne sait pas trop ce que ça veut dire et si on veut vraiment faire ça, mais du coup, en fait, le master 1 vous permet de poursuivre le master 2, donc ça se fait lors de l'internat et ça nécessite une année de césure. Et vous pouvez ensuite, ce Master 2, le continuer en tant que doctorat pour avoir cette habilitation, vous voyez, l'habilitation à diriger les recherches. Et cette habilitation, vous en avez besoin justement pour devenir professeur des universités, directeur de recherche ou chef de service. Donc voilà, c'est des postes que vous pouvez avoir que en passant par ce master. Voilà, donc il y a beaucoup de P2 qui font des masters pour s'ouvrir des portes, ils ne savent pas forcément si ça va les mener jusque-là, mais voilà, vous pouvez faire ça avec ce master. Le master, il peut également tout simplement vous permettre une réorientation professionnelle si vous vous rendez compte que voilà, c'est pas votre voie, quoi. Et ça peut vous permettre aussi d'avoir accès au clinica. Donc la validation d'un master 1, donc il vous faut juste le master 1, par exemple passer par le master 2 et le doctorat. Et donc le master 1, il est très conseillé, il n'est pas obligatoire, mais il est très conseillé pour postuler en tant que chef de clinique assistant. Voilà. Donc le master, ça vous permet d'avoir accès donc, à toutes ces choses-là. Et on reparlera des différents, on va dire, débouchés de la médecine, parce qu'on n'est pas juste un médecin dans son cabinet ou à l'hôpital. Vous verrez qu'il y a plein de choses qu'on peut faire en médecine, et notamment toutes ces choses-là grâce au master. En médecine, vous pouvez également, en plus du master, faire des doubles cursus qui sont en partenariat avec des écoles extérieures à la fac. Notamment, vous pouvez faire le double cursus médecine sciences UCBLI ENS de Lyon, donc en partenariat avec l'École normale supérieure de Lyon. Donc, ce double cursus, pour y rentrer, vous devez postuler en fin de P2. En fin de deuxième année, vous devez passer des oraux ou un concours. Je ne sais pas exactement si c'est un concours écrit ou oral, mais vous devez passer un examen pour entrer donc à l'ENS de Lyon à partir de la troisième année. Ça va vous conduire donc à une thèse pour obtenir donc un doctorat en biologie. Et vous avez beaucoup de stages en laboratoire durant ce cursus. Si ça vous intéresse, je vous conseille fortement d'aller voir le site de l'ENS de Lyon, c'est très bien expliqué et ils adaptent vraiment le programme pour que vous puissiez concilier les études de médecine et du coup le cursus à l'ENS. Donc très intéressant. Et vous pouvez également faire un double cursus médecine sciences à l'école de l'INSERM Liliane Bettencourt. Donc pareil, ça vous permet du coup d'avoir un master de recherche en 3 ans et un doctorat en sciences. Donc je te laisse prendre la parole Camille pour le deuxième cycle. Yes, du coup, le deuxième cycle, on parle aussi d'externat. Donc, vous avez un cycle en 3 ans avec la quatrième, la cinquième et la sixième année. Donc, D2, D3 ou D4. Si tu peux passer le diapo, s'il te plaît. Du coup, on va reprendre un petit peu le même format, c'est-à-dire qu'on va parler d'abord de la théorie. Donc déjà, à l'externat, il y a pas mal de théories. C'est assez précis. En fait, on vous demande beaucoup de détails à connaître. Tout ça pourquoi? Parce que déjà, en tant que praticien hospitalier ou professionnel de santé, vous allez devoir connaître beaucoup de choses, notamment pour faire face en fait à différents cas, différents patients, etc. Et aussi pour pouvoir préparer vos EDN à la fin de ce cycle. Donc les EDN, on y reviendra juste après. Qu'est-ce que vous faites comme cours? Il y a des spécialités que vous avez déjà abordées au cours de la deuxième et troisième année de médecine, donc pneumo, cardio, neuro, etc. Mais du coup, vous allez les revoir en plus détaillé. Mais aussi, vous allez voir de nouvelles spécialités. Donc là, il y a de la psychiatrie, de la pédiatrie, de l'ORL, etc. Donc c'est vraiment pas mal. On voit des matières qu'on n'avait pas encore forcément vues jusque-là, ou alors juste un petit peu. Par exemple, la pédiatrie, on voit un petit peu quelques notions de pédiatrie dans certaines matières, mais en soi, on ne fait pas vraiment de la pédiatrie en tant que matière à proprement parler. Donc voilà, donc pas mal de connaissances, mais on a aussi beaucoup de pratiques, parce qu'une fois à l'externat, on obtient le statut d'externe, donc on est rémunéré. C'est pas un salaire de ouf, hein, mais c'est une rémunération quand même.
Le but, ça va être quoi de cet externat? C'est de prendre sa place à l'hôpital. Parce que ensuite, une fois l'externat passé, on va être interne. Là, on aura beaucoup plus de responsabilités. Et donc, l'externat, ça va être cette transition en fait à l'hôpital. On va aussi prendre beaucoup d'autonomie, pardon, pendant cet externat. On va pouvoir réaliser des diagnostics, proposer des pronostics, proposer des idées thérapeutiques, etc. Et donc, on va avoir plusieurs stages. Au total, on a 12 stages, donc ça fait 4 stages de 6 semaines à temps complet par année d'externat. Donc c'est pour ça qu'on a un total de 12 stages. Donc c'est pas mal de stages, 6 semaines à temps plein et 4 fois en plus, c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, on va faire des stages dans différents services, on va pouvoir voir différentes spécialités et ça va nous permettre de faire un choix plus tard à l'examen de fin de deuxième cycle, parce qu'à cet examen-là, vous allez devoir faire un choix d'internat, on le verra juste après. Les examens, bah, c'est un petit peu le même principe que en deuxième et troisième année, à savoir des CC de mi-semestre et des terminaux de fin de semestre. Et même si on a les examens de fin de cycle en sixième année, ces examens de mi-semestre et de fin de semestre sont toujours là. Donc voilà. Du coup, l'examen de fin de deuxième cycle, il est très important. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un examen national. Donc, vous allez avoir un classement dans toute la France, tous les étudiants en sixième année de médecine de France. Ce qui fait en fait, qui va vous permettre en fait de choisir plus tard votre internat, donc de choisir votre ville et votre spécialité. Donc on y reviendra juste après plus en détail. Mais du coup, ce classement, il va se faire sur trois critères. Donc le critère le plus important, c'est les EDN, donc les anciens ECN. Ces EDN, c'est un examen théorique qui va évaluer vos connaissances. Donc ça, il va compter pour 60% de la note finale. Ensuite, on a les ECOS. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, les EDN, ils se font en sixième année de médecine, en début de sixième année de médecine. Avant, c'était les ECN, c'était en fin de sixième année. Maintenant, c'est en début de sixième année. Et les ECOS, eux, seront en fin de sixième année. Et eux, ils évalueront plutôt vos capacités, enfin, vos compétences médicales. Parce que la pratique médicale, elle est avant tout bah, une pratique. Et il faut pouvoir évaluer ses compétences qui comptent du coup pour 40% de votre note finale. Et enfin, il y a une troisième composante dans votre classement, c'est le parcours de l'étudiant. Donc ça va juger en fait votre investissement à la fac, donc participation aux associations, faire partie du tutorat, avoir réalisé des masters, etc. Et donc ça compte pour 10% de la note. Donc le parcours, c'est quand même intéressant, parce que même si c'est au final que 10% de la note, vraiment participer à la vie de la fac, c'est vraiment super gratifiant. Vous rencontrez beaucoup de monde, vous faites différentes choses, vous avez l'impression d'agir pour la fac. Et donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc le parcours étudiant, c'est vraiment pas négligé. Donc voilà. Donc du coup, maintenant, on va passer du coup au troisième cycle, donc l'internat. Donc vous avez passé vos EDN, ça y est, maintenant vous êtes interne, vous avez votre spécialité, votre ville. Donc du coup, où vais-je aller? Donc en sixième année, du coup, quand vous passez l'EDN, vous devez choisir votre spécialité, votre ville, et puis du coup, en fonction du classement que vous avez eu, vous irez dans une certaine ville exercer une certaine spécialité. Donc, il va y avoir une pondération de connaissances selon la spécialité choisie. Donc, en fait, vous allez avoir des coefficients selon donc, vos vœux de spécialité et vous obtiendrez votre spécialité en fonction de ces fameux coefficients. Donc, il y a plusieurs types de connaissances. Vous allez voir, on va vous en parler très rapidement si vous avez, à partir de la P2. Il y a les rangs, donc les connaissances de rang A nécessaires pour toutes les spécialités. Ce sont les bases qui ne sont pas coefficientées, pardon. Et il y a les connaissances de rang B qui sont coefficientées selon la spécialité que vous demandez. Voilà, vous n'avez pas, si vous voulez devenir chirurgien, vous n'aurez pas les mêmes connaissances de rang B que un gynécologue voilà, ou un médecin généraliste. Donc ça, c'est coefficienté. Donc avant l'EDN, vous devrez faire donc une liste de vœux.
hiérarchisés. Un vœu, c'est une ville et une spécialité. Et il y aura un classement pour chaque spécialité et donc 44 classements au total. L'internat, en fait, vous êtes interne et vous allez faire le travail d'un médecin, mais vous êtes quand même étudiant. Donc, vous allez quand même être encadré par un senior pour vérifier quand même que votre travail il est bon. Ce qui fait que comme vous êtes interne, vous avez un salaire, donc un peu mieux que le statut d'externe, mais vous n'avez toujours pas votre diplôme, donc c'est toujours pas un salaire, on va dire, de médecin. Mais c'est en fait le début d'entrer dans la vie active. Du coup, l'internat il dure de 3 à 6 ans. Donc ça dépendra de la spécialité que vous aurez. Vous avez aussi en facultatif, donc pas obligatoire, des demi-journées de cours, donc 2 par semaine. Donc ça, c'est facultatif. Et du coup, l'internat, il va se diviser en 3 phases. Donc la première phase qui va durer 1 an, qu'on appelle le socle. Ensuite, il va y avoir une deuxième phase, donc, qui dure de 2 à 3 ans, encore une fois, selon votre spécialité. Là, ça va plutôt être une phase d'approfondissement. Donc là, vous allez commencer en fait à soutenir votre thèse, à part pour la médecine générale, qui est particulier. Et enfin, vous aurez une troisième phase. Donc là, ça va plutôt vous permettre de vous autonomiser et de consolider votre place en tant que médecin. Donc là, vous pouvez à ce moment-là faire des DIU, donc diplôme interuniversitaire, ou alors vous diriger vers des options. euh, donc aussi faire les FST, donc les formations spécialisées transversales. Du coup, maintenant, on va passer donc aux débouchés, puisque la médecine, c'est un cursus qui vous permet de faire énormément de choses. Voilà, on a toujours l'image du médecin dans son cabinet, voilà, examiner des patients toute la journée, mais vous pouvez faire énormément de choses grâce à la médecine. Donc, vous voyez, vous avez quelques petits aperçus là. Vous pouvez travailler en hôpitaux, vous pouvez du coup vous spécialiser, faire de la recherche, de l'enseignement, ou travailler en libéral. Donc, on va voir tout ça, c'est vraiment cool, vous allez voir. Du coup, il y a de très nombreuses spécialités. Ça, on l'a déjà un peu dit en présentant du coup les EDN et le choix des spécialités. Vous avez énormément de spécialités. Vraiment, du coup, dites-vous que chaque appareil de l'organisme a son spécialiste. Voilà, gastro-entérologue, néphrologue, etc. Vous pouvez être chirurgien enfin, ou médecin. Ça peut être des spécialités chirurgicales ou médicales. Et vous pouvez avoir des fois des spécialités très, 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 très pointues. Voilà, je ne les ai pas toutes en tête, c'est très difficile de connaître toutes les spécialités accessibles, mais il y en a vraiment énormément. Donc déjà, rien que ça vous montre la diversité des débouchés en médecine. Et bien sûr, vous avez la médecine générale qui est une spécialité, hein. C'est une vraie spécialité, mais du coup, c'est un peu, on va dire, la spécialité générale, quoi, la moins spécialisée. Donc voilà, donc déjà, en termes de spécialité, on est vraiment pas mal. Donc, un médecin, il exerce où? Donc, il peut exercer dans un peu plus, en grossièrement dans trois milieux, hein, soit l'hôpital public, les cliniques privées ou en libéral. Donc, on a essayé de répertorier un peu toutes les différences entre ces trois lieux d'exercice. Donc, le praticien donc, à l'hôpital public, il est lié à l'établissement par son statut de praticien, par un contrat de travail. Donc, je sais que bon, c'est pas forcément peut-être des termes qui vous parlent, mais en soi, c'est comme ça que c'est, donc c'est contrat de travail. Du coup, il est sous l'autorité du directeur d'établissement, pas du dictateur, mais du directeur d'établissement. Donc, voilà, donc sauf pour les questions bien sûr liées à sa pratique médicale, là où bon, le directeur d'établissement, il n'a pas trop son mot à dire forcément, mais voilà, sinon il est bien sous son autorité. Il perçoit un salaire et il peut percevoir pardon, en plus des honoraires dans le cadre d'un exercice libéral qui, attention, ne doit pas dépasser 20% de son temps de travail. Donc voilà. Le temps de travail, il est fixé à 10 demi-journées par semaine, sans que la durée du travail ne puisse excéder 48 heures d'affilée. Sinon, vous doutez bien que le médecin, il est un peu crevé, Bichette. Donc voilà, donc 10 demi-journées par semaine. Voilà, hein, ça fait 5 jours par semaine, donc du lundi au vendredi par exemple. Donc ça, c'est le pratiquer en hôpital public. En clinique privée, le praticien il est lié à l'établissement par un contrat d'exercice. Donc vous voyez, c'est pas un contrat de travail.
Pourquoi? Parce que lorsqu'un praticien exerce en clinique privée, il y a une relation, on va dire, d'entreprise à entreprise. Donc première entreprise, le praticien, deuxième entreprise, la clinique, donc c'est pas le même lien, c'est pas la même relation. Et du coup, même en clinique privée, le praticien, il peut choisir d'exercer dans la clinique privée en tant que salarié de la clinique ou en fait d'exercer dans la clinique en étant en statut libéral. Donc le praticien est un peu plus libre en clinique privée, c'est différent, on va dire. Et puis forcément, il y a la pratique libérale. Donc quand vous possédez votre cabinet, donc là, le praticien, il est payé à l'acte par l'assurance maladie. Et puis du coup, ça lui permet d'organiser son emploi du temps. Ses revenus, ils sont en fonction de son activité. Et du coup, c'est un choix qui est assez utile pour concilier la vie privée et la vie pro, notamment la vie de famille, etc. Donc voilà, donc 3 lieux d'exercice assez différents. On va faire un petit focus sur la MedG, parce que bon, voilà, la médecine générale, c'est assez, voilà, c'est même des fois pas considéré comme une spécialité, alors que ça en est une. Et du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la spécialité, on va dire, la plus générale, hein, du coup, celle qui est la moins spécialisée. Mais en étant médecin généraliste, il vous est possible, et en fait, j'ai mis ça dans la médecine générale pour vous montrer qu'en étant médecin généraliste, on pouvait se spécialiser quand même un petit peu. Mais comme l'a dit Camille tout à l'heure, les DU et les FST, c'est disponible dans n'importe quelle spécialité. Donc voilà, c'est pas propre à la médecine générale. Ici, j'ai voulu pointer du doigt médecine générale pour vous montrer que même en étant médecin généraliste, il est encore possible de se spécialiser et d'être un peu plus expert dans un domaine. Donc, il y a 3 types de formations complémentaires. Il y a du coup les FST, les formations spécialisées transversales. Pour la médecine générale, il y en a 6. Il y a la dictologie, les soins palliatifs, la douleur, la médecine du sport, la médecine scolaire et l'expertise médicale. Donc ça, il faut ajouter 1 an donc à la formation de base. Et cette année, elle est composée de 2 semestres en stage, plus une formation théorique en parallèle. Donc voilà, ça c'est les FST. Ensuite, on a les DU ou DUI, donc diplôme universitaire ou interuniversitaire. Donc eux, ils donnent donc des connaissances complémentaires dans un domaine, mais pas de qualification. C'est-à-dire que vous aurez des connaissances, par exemple, en nutrition, sans pour autant devenir nutritionniste, ou des connaissances en échographie, sans pour autant devenir radiologue. Donc c'est quand même assez différent. Et du coup, ils peuvent être réalisés, ce DU ou DUI peut être réalisé donc pendant l'internat, ou si vous ne le sentez pas pendant l'internat, même après. Et puis ensuite, vous avez du coup les masters requis pour la filière universitaire de médecine générale. On en a déjà parlé tout à l'heure. Du coup, maintenant pour finir, on va parler juste de deux possibilités en fait une fois que vous serez médecin. On va commencer d'abord par médecin-chercheur. Alors pourquoi est-ce qu'on voudrait faire médecin-chercheur? Donc déjà, être médecin-chercheur, ça permet de à la fois pouvoir exercer en tant que médecin, mais également être habilité à faire de la recherche, que ce soit en laboratoire ou en clinique. Donc au final, vous aurez un double doctorat, un en médecine et un en sciences. Ça permet de trouver beaucoup plus facilement un emploi une fois que vous aurez vos deux doctorats. Mais également, en fait, ça permet de vraiment diversifier votre pratique parce que vous ne serez plus uniquement dans le médical, mais vous pourrez également travailler dans la recherche. Et donc, si vous hésitez un petit peu entre la recherche et le médical, bah, c'est une bonne alternative pour pouvoir en fait concilier les deux. Comment ça se passe? Vous allez avoir en fait un double cursus et il y a plusieurs voies qui sont possibles. Si tu peux passer la diapo, Margot, s'il te plaît. Et du coup, Margot, en fait, vous en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Donc là, on va l'expliquer un peu plus en détail. Vous avez d'abord la possibilité de prendre une voie avec l'école de l'INSERM. Donc, vous allez du coup concilier vos deux cursus. Dans votre cursus médical, vous allez devoir impérativement prendre un master euh, pendant votre année de P2 et pendant votre année de D1. Donc, deux masters différents que vous réaliserez ces 2 années-là. Pour votre cursus en sciences, vous allez commencer en P1, en P2, pardon, avec une admission sur dossier. Donc, dès votre entrée en P2, une fois que vous avez votre P1, vous allez demander votre admission à l'INSERM. Si vous êtes accepté, pendant votre année de P2, vous allez préparer le concours en fin de P2. Donc, c'est un travail personnel qui est assez intense. Vous allez devoir travailler tout au long de votre année de P2, à la fois votre cursus médical,
et en même temps préparer le concours de fin d'année pour entrer à l'INSERM. Une fois que vous avez passé ce concours et vous êtes accepté, vous entrez en D1 et pendant cette D1, grâce à votre cursus en sciences, vous allez réaliser un stage d'initiation à la recherche qui dure 6 mois. Il y a possibilité de le faire en 2 fois 3 mois, c'est comme vous voulez. Une fois que vous avez validé ce stage, validé les masters dans votre cursus médical et validé le concours, vous obtenez le droit de vous inscrire en Master 2 recherche. Alors attention, le fait d'avoir validé le stage, les masters et le concours, ça n'équivaut pas à un Master 1. Enfin, ce n'est pas un Master 1, pardon, mais ça équivaut à un Master 1. Et ensuite, vous pouvez vous inscrire pour un Master 2 recherche. Ce Master 2 recherche, il sera réalisé juste après votre D1, entre votre D1 et votre D2, donc entre la 3e et la 4e année. Et en fait, vous allez devoir prendre une année de césure sur votre cursus médical, où du coup, vous allez devoir travailler à temps complet dans la recherche. Donc, ce Master 2 en recherche, vous allez pouvoir choisir où est-ce que vous allez réaliser enfin, où est-ce que vous voulez faire de la recherche, dans quel domaine. Une fois que vous obtenez votre Master 2 en recherche, vous allez avoir deux possibilités pour votre thèse. Soit vous continuez directement, donc vous réalisez votre thèse qui dure 3 ans, vous la réalisez juste après votre Master 2 de recherche, et donc vos années de médecine, vous les mettez en suspens pour quelques temps. Une fois que vous faites votre thèse, vous obtenez votre doctorat en sciences, et ensuite vous reprenez avec l'externat en médecine. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est une fois avoir réalisé le Master 2 en recherche, vous reprenez directement l'externat, vous passez l'examen de fin de deuxième cycle, vous faites votre internat, et une fois l'internat fini, vous réalisez votre thèse en 3 ans pour obtenir le doctorat en sciences. Donc, vous avez le choix, soit de faire tout d'un coup et d'avoir votre doctorat en sciences, soit de faire une partie de votre cursus en sciences, puis continuer votre cursus médical, puis enfin revenir sur le cursus en sciences. L'autre possibilité que vous avez, c'est l'école de l'ENS. Donc globalement, le cursus, en fait, il va être comme l'INSERM. Juste, il me semble qu'il n'y a pas d'admission. Après ça, je ne suis pas totalement sûr. Il me semble qu'il n'y a pas d'admission à l'entrée de la P2. Par contre, il y a bien un concours en fin de P2 pour intégrer la D1. Et le stage que vous avez à réaliser en D1, il a une durée de 3 mois cette fois-ci. Et ensuite, pareil, vous allez devoir réaliser du coup un Master 2 de recherche pendant une année de césure. Et enfin, la thèse. Donc voilà. Ensuite, la deuxième possibilité que je voulais vous parler, c'était le médecin-professeur, donc, ou PUPH, donc professeur des universités, praticien hospitalier. Pourquoi? Déjà, vous allez pouvoir exercer en tant que médecin, mais également être habilité à donner des cours en université. Donc c'est un petit peu la plupart des profs qu'on a à l'université Lyon-Est. Donc la plupart, ils sont à la fois médecins et à la fois professeurs. Donc ça permet encore une fois de diversifier la pratique médicale. Vous n'allez pas uniquement travailler dans le domaine de la santé, mais uniquement dans le domaine de l'enseignement. Et donc c'est vraiment pas mal parce que aussi, c'est assez gratifiant de se dire qu'on va former les prochains professionnels de santé, ceux qui vont en fait prendre la relève. Donc voilà, comment on fait? C'est un double cursus encore une fois, donc un cursus médical et un cursus en enseignement. Pour ça, vous allez devoir vous allez en fait d'abord acquérir votre Master 1. Le Master 1, il s'acquiert avec 2 masters que vous allez réaliser entre la P2 et la D4. C'est-à-dire que vous avez le choix de faire votre master soit en P2D1, soit en D1 D2, soit en D3 D4. Généralement, ceux qui prennent des masters, ils les font en P2 et D1 parce que une fois qu'on arrive à l'externat, on a beaucoup plus de travail. Parce que comme on vous l'a dit, on doit préparer le concours, enfin l'examen de fin de ce deuxième cycle. Donc généralement, on fait un master en P2, on fait un autre master en D1. Parce que comme elle vous l'a dit, Margot, aussi au début de cette présentation, c'est que vous allez devoir réaliser un mémoire si vous avez un master, mais également un stage qui dure 2 semaines à temps plein. Et en fait, le mémoire, le stage et les 2 masters,
qui sont nécessaires à valider pour obtenir votre Master 1. Une fois que vous avez validé tout ça, vous allez passer un Master 2. Là, c'est encore une année de césure. Par contre, cette fois-ci, cette année de césure, elle est à réaliser pendant l'internat. Euh, Vous avez le choix en fait de la faire au moment que vous voulez, à partir du moment où vous êtes interne. Et une fois que vous aurez réalisé ce Master 2 et que vous l'aurez obtenu, vous allez obtenir le statut de MCU-PH, donc maître des conférences des universités, praticien hospitalier. Donc ce statut de MCU-PH, il est nécessaire pour pouvoir prétendre à la thèse. Une thèse qui va durer 3 ans. Vous pouvez la réaliser généralement une fois que vous avez fini votre internat. Et du coup, une fois que vous aurez réalisé la thèse, vous obtiendrez votre doctorat dans l'enseignement et vous obtiendrez le statut de PUPH qui vous permettra d'enseigner à la faculté. Donc voilà un petit peu pour médecin-professeur. Et du coup, on a fini. On va pouvoir passer aux questions.